Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. C'est lui-même qui va créer son propre poste de donneur d'idées. Il n'y a rien dans les rues, il n'y a pas d'habitants. Pourtant, il y a un panneau signalétique, il y a des escaliers, il y a des portes, mais déjà, il n'y a pas de fenêtre. Il crée un mouvement même qui s'appelle, je vais essayer de pas me planter, les Nigastivanistes. C'est marrant que tu emploies cet adjectif de précis avec mystère, parce que ça serait quasiment antinomique en fait. Et je dirais des idées un peu psychédéliques, très atypiques dans la BD pour enfants. Il va se fâcher avec lui et il va, d'après ce qu'il a raconté lui, brûler tous ses dessins. Dans une espèce de costume un peu bizarre, tout orange et surtout pieds nus. C'est un pyjama. Nous, quand n'importe qui vit un rêve intense, déjà quand il va le raconter, il va faire un flop en général, parce que c'est très difficile de retranscrire l'étrangeté. Il ouvre la porte et qui se trouve derrière la porte ? Choc. Virez-moi Inception et donnez-moi le grand combat. Walking down a sunny street in town in a dream. Nous voilà de retour chez toi, Yann. Et donc, vas-y, annonce la couleur. Oh yes. Oh yes. Aujourd'hui, on fait dans le classique. C'est ça. Tu le connais ? Non. Alors. Enfin. Je connais pas celui-là. Non, je pense pas. Après la série, évidemment, je connais. On va le décrire très vite, mais... Eh ben, c'est nos amis Tiff et Tondu. Nos amis. Nos grands amis Tiff et Tondu. Donc, c'est une bande dessinée, cette semaine. C'est l'album numéro 13, Le Grand Combat, avec au scénario Rosie et au dessin Will. Et c'était édité, bien sûr, par Dupuis. Et on peut en plus donner quand même une info importante en plus. T'as vraiment l'édition, ces fameuses éditions un petit peu en dos collé là. Broché. Oui, c'est pas un cartonné. C'est pas une couverture cartonnée solide. Ouais. Et ça, il y a eu beaucoup de séries qui étaient éditées comme ça. Alors ça, on a l'impression que ça fait un plus petit format, que c'est moins épais. Ouais, c'est un peu cheap. Mais c'était génial. Peut-être moins cher. Mais... Qui le fait vraiment bien. On a l'impression d'avoir une BD un peu en fascicule, même si quand même on n'est pas très loin, je pense, quand même d'un format A4. Mais c'est toujours un petit objet trop beau. On va peut-être décrire quand même la couve. C'est quand même ça le... Tu vas le faire, non, puisque tu le découvres, je préfère que ce soit toi qui donne ta version. Après, moi, peut-être je compléterai ce que tu dis, mais... De toute façon, tout de suite, j'ai envie de dire, ça donne envie. Alors, premier plan... Alors, je sais jamais. Ah, c'est facile, c'est l'inverse. On est d'accord, oui, c'est l'inverse. Donc, c'est Tiff. C'est Tiff, hein, oui. Alors, donc, au premier plan, on voit Tiff. On reparlera des personnages après, mais donc, celui qui n'a pas de cheveux, c'est voilà, Tiff. L'un des deux héros, on voit tout de suite, si on connaît un petit peu la série, qu'il n'y a qu'un héros sur deux présentés sur la couve. Donc, Tiff est dans une espèce de costume un peu bizarre, tout orange et surtout pieds nus. C'est un pyjama. Voilà, je vais te dire, ça ressemble quand même à un pyjama. Et à côté de lui, il y a une espèce de personnage très énigmatique avec un visage, on va dire, peut-être un peu typé asiatique. Tout à fait. Avec une espèce de costume un peu on dirait de prêtre d'une religion inconnue. Enfin, il y a un côté très exotique comme ça. Un peu moine tibétain. Ou moine tibétain, exactement, avec une espèce de bonnet phrygien augmenté. Une coiffe assez bizarre. Assez atypique, ouais. Son costume est plutôt dans les pourpres, son bonnet est jaune et il a une sous-chemise aussi jaune. Et il tient dans la main une espèce de petite statuette qui aussi nous fait tout de suite un peu penser
à celle de l'oreille cassée. Donc ça, c'est le premier plan où ils sont sur une espèce de grand plateau. Et au second plan, alors là, on a un ensemble de 4 volumes architecturaux ou entre la sculpture et l'architecture. Sur la droite, on a une espèce de quadruple plateau qui est comme ça en étage. On dirait un peu les balcons d'un petit HLM, mais qui repose sur un tronc central. Après, il y a une espèce de... Alors, on dirait un building un peu classique, sauf que n'est dessiné que des fenêtres en haut, mais grossièrement faites. Et plus on va vers le bas du monolithe, et plus justement ça ressemble un peu au monolithe quasiment même de 2001, l'Odyssée de l'espace. J'imaginais que t'allais penser à cette référence. Mais en forme beaucoup plus allongée, plus vers le haut. La troisième sculpture ou volume est une espèce, alors là, ouais, vraiment de sculpture contemporaine. C'est compliqué à définir, une espèce de voilure un peu bizarroïde. Avec un boulet une boule qui pend à l'extrémité. Exactement, une extrémité. Ouais. Et enfin, on termine encore par une espèce de volume architectural où là, il y a encore une fois des parallépipèdes qui sont montés ensemble de tailles différentes. Voilà, tailles différentes et tout pour donner une espèce de forme un peu bizarroïde. Et enfin, au troisième plan, on a là des éléments beaucoup plus de type paysage, nature. Et là, quand même, tout de suite, on a l'impression très vite d'être dans un univers fantastique. Parce que bon, la figure principale sur l'extrême gauche, au troisième plan, c'est une espèce de volcan gigantesque qui crache une lave toute rouge directement vers le ciel. On ne la voit même pas retomber tellement c'est pas une lave qui retombe, jet, le jet est tellement puissant que ça part directement à la verticale et ça se finit par un gros nuage noir. Et quand même de l'autre côté, encore toujours en troisième plan, derrière les principaux volumes et sculptures, on a une espèce de bout de montagne éclaté avec des trous dedans, et dans le ciel qui est complètement jaune avec des nuages orange, qui reprend l'orange du pyjama de Tiff. On a quand même ce qui semble être 2 lunes, l'une à côté de l'autre, une grande, une petite. Et autour du volcan aussi, on peut préciser qu'il y a quand même quelques oiseaux, visiblement peut-être de mauvais augure, qui volent autour. Enfin, tout ça... Et fait tout de suite une espèce d'ambiance complètement surréaliste, fantastique. Et alors en plus avec le titre Le Grand Combat qui prend toute la largeur en haut, avec une espèce de bandeau qui est fait un peu en négatif comme ça, où il y a Tiff étendu, Le Grand Combat et juste les auteurs en dessous. Waouh, ça donne envie quoi. On a vraiment envie de tourner les pages. C'est ça que je tenais à ce que ce soit toi qui le décrive, d'abord parce que c'est bien que ce soit la personne qui découvre, qui décrive, mais aussi parce que moi je sais à quoi correspond la couverture, puisque je connais très bien l'album, et je savais pas si tu avais lu cet épisode ou pas, mais comme tu le découvres, c'est bien que déjà tu donnes une impression de ce que te procure la couverture. Alors le dos, il y a quand même une information, il y a évidemment tous les albums déjà sortis, puisque encore une fois je le dis, c'est pas une édition originale, donc on en était à 25 épisodes à ce moment-là de Tiff étendu, je sais même pas combien en compte la série. Je t'avoue, je sais pas, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres après. On va rapidement évoquer la série dans son ensemble, mais il y a eu plusieurs scénaristes, il y a eu plusieurs périodes, et puis je me demande si ça n'a pas été repris comme beaucoup de héros après un temps d'attente, après la mort parce que les 2 auteurs sont morts. Mais je crois bien que oui, et surtout en tout cas sans divulgacher, on en parlera certainement. Il y a un grand méchant, mais il y a eu des séries, comme on dit en bon français, des spin-offs qui sont récents. Et non, ce qui je trouve intéressant sur la 4e couverture, c'est que y a, après avoir présenté tous les albums, il y a un petit dessin de Will avec une bulle dans la bouche de Tondu qui dit « Vous suivrez chaque semaine nos aventures dans le journal Spirou », ce qui donne déjà l'origine de la découverte pour moi. Et surtout, on ne voit pas que Tiff et Tondu, on voit les autres personnages qu'a créé Will, qui sont Isabelle et la sorcière dont je ne me souviens plus le nom. Moi non plus. Et je vais l'évoquer parce que j'ai tendance à penser que le Grand Combat est pas pour rien dans la naissance 2 ans après d'Isabelle, l'univers d'Isabelle, même si c'est pas lui qui a créé les personnages, dans ses envies de sortir un peu du monde plutôt réaliste de Tiff et Tondu. Mais ne brûlons pas les étapes. Non. Je vais peut-être expliquer comment j'ai découvert oui. Même si on a un cet début épisode de réponse. Ouais, parce que c'est toujours bien de savoir quand est-ce que tu as été oui, et puis surtout ce qui s'est passé. La première fois en contact avec le Grand Combat.
surtout ce qui s'est passé dans ce cas-là, parce que moi, gamin, je découvre Spirou parce que chez ma grand-mère, il y a des recueils du journal Spirou. Le journal Spirou existe depuis les années 50, si je me trompe pas. Ouais. Et mon père et ses 2 sœurs ont lu Spirou dans leur enfance et avaient, je sais pas auquel des 3 ça appartenait, mais il y avait chez ma grand-mère des recueils comme ça se faisait avec, il y a 12 ou 20 numéros, je sais plus, dedans. Ouais, il y en a pas mal. Oui, c'est toujours des gros volumes où ils compilent. Souvent, c'était fait aussi des fois avec les invendus. En fait, ils les rassemblaient et ils faisaient une espèce de grosse couverture bien cartonnée, bien solide. Et effectivement, il y avait des recueils comme ça. Et c'était moins cher pour les gens qui pouvaient pas l'acheter toutes les sûr. semaines, alors qu'ils lisaient en retard, mais voilà. Et donc il y avait ces recueils que moi je lisais, mais vraiment gamin, hein. Je parle de quand j'avais, dès que j'ai su lire en fait, quoi. 6-7 ans, mettons, peut-être au début j'ai quand même lu des livres pour enfants, et puis quand je me suis intéressé à la bande dessinée, c'est passé par là. Et je lisais Spirou de A à Z, hein, c'est-à-dire que je prenais ces gros volumes, j'attaquais par le premier numéro, et je lisais à peu près tout dedans, y compris les éditos, les courriers, les machins, enfin absolument Les tout. dossiers. On a déjà parlé de l'importance des revues dans l'étagère. Voilà, ça fait partie vraiment des trucs formateurs où tu fais pas de niveau. Alors tu vois bien qu'il y a des dessins qui t'accrochent un peu plus, d'autres qui sont peut-être trop adultes pour toi, ou au contraire, tu vas aimer les trucs plus fouillés. Enfin, chacun c'est. Ça, c'était aussi un petit peu important pour faire une parenthèse rapide, c'est qu'on se rendait bien compte aussi que même dans un journal comme ça, il y avait effectivement énormément de variété dans les styles graphiques déjà. Il y avait effectivement des choses quel que soit son âge, qu'on pouvait sentir un peu plus enfantine par rapport à son âge et d'autres plus vieilles par rapport à son âge, et on avait tous des ressentis différents avec chaque série en fait et avec chaque traitement graphique, et c'est ce qui faisait peut-être des fois nos choix aussi, même si on essayait de tout lire, il y avait un truc qu'on aimait peut-être un peu plus que l'autre, mais par contre oui, on lisait tout parce qu'on Et surtout on en avait pour notre argent. Quand on parle rétrospectivement de ça, parce que c'est des époques qui ont été analysées, tout ça, c'est vraiment pour ça que je sors cet album sur lequel j'ai pas trouvé grand-chose en fait sur Internet, et qui moi m'a profondément marqué. Mais on parle toujours de l'école franco-belge comme si c'était un gros truc global. Et en fait, il y a des variétés de styles complètement dingues même au sein de Spirou. Oui, il y a une école qui serait plutôt Maurice pour Lucky Luke, Franquin et tout ça. Déjà, Franquin, c'est un autre quand même. C'est moins la ligne claire que eux. Et puis alors après, quand on rentre dans Jerry Spring ou après des BD avec plus réalistes, avec plus de détails, des dessins plus fins, il y a vraiment. Là, on est quand même dans l'école plus comique, je dirais au départ. T'as des dessins assez ronds qui sont peut-être plus faciles pour le gamin que j'étais à l'époque, et donc motif étendu, ça m'accroche de suite. Je marche de suite. Sauf que je sais pas à quel volume j'en étais de ces recueils de Spirou. À un moment, je tombe sur Le Grand Combat, à la période où il a été publié, quoi. C'est des recueils qui dataient de 68 certainement, puisque c'est l'époque où est sorti l'album à peu près. D'accord, oui, l'album, celui-là est de 68, c'est ça. Les débuts de Tif étendu, c'est 54, je crois, et cet album, il est de 68. Donc ça doit être à cette période-là ou juste avant. Donc moi je le lis avec quand même 10 ans de retard, voilà. Mais je suis, à l'époque on se pose pas ces questions-là, on lit comme si ça venait de sortir, quoi. Et au lieu de faire ce que je faisais tout le temps avec les autres BD, au bout de 2 planches, je peux pas m'arrêter et je vais au numéro suivant. Comme j'ai le recueil, c'est pratique, j'ai pas à attendre toutes les semaines que le Spirou sorte. Là, ils sont tous là, c'est un peu comme on fait maintenant avec les séries. C'est une très bonne comparaison. Donc je binge. Voilà. Ah oui, tu binges l'épisode. Je binge l'épisode, je saute tout le reste, auquel je reviendrai après, mais je lis Le Grand Combat d'affilée parce que je suis absolument fasciné par ce qui se passe dans cet épisode. Et non seulement je fais ça, mais une fois que je l'ai fini, je suis tellement fasciné par ça que je n'ai qu'un objectif, c'est d'avoir l'album. Et à cette époque-là, je suis un gamin, j'ai un tout petit peu d'argent de poche, donc c'est inaccessible pour moi, mais ça va macérer, et je sais que je vais l'acheter assez tard. Peut-être 5 ans après, ou un truc comme ça. Enfin, l'acheter, me le faire offrir. Oui, des fois, l'attente était longue. Oui, mais ce qui fait qu'entre-temps, à chaque fois que je retourne chez ma grand-mère, quasiment, je retourne sur cet épisode-là. Donc je peux te dire que c'est un album que je connais à peu près par cœur. Et tu t'en es pas lassé encore. Et je m'en suis pas lassé, évidemment. Alors après, quand on devient adulte, on passe à autre chose, on découvre des tas d'autres choses. Mais je dois dire que il passe pas
3 ans sans que je relise le Grand Combat. Sans que j'ai envie de relire le Grand Combat. Voilà. C'est plus que le test du temps là qu'il a passé. Oui. Alors après tu le lis pas pareil, c'est-à-dire que maintenant le scénario j'y fais beaucoup moins attention en fait. Je m'attarde sur des détails. Oui, non, mais ça, je pense que de toute façon, c'est normal. Et puis ce que entre guillemets, sans méchanceté aucune, même ce qui était peut-être même la prétention de cette histoire, je veux dire, ça montre bien que, même si peut-être au niveau de l'histoire, une fois que tu la connais, que tu l'as relue 10-15 fois, effectivement, tu ne peux plus relire ça avec la même innocence sans connaître et tout. Donc à la fin, Dieu merci, c'est l'avantage de la BD, il te reste l'aspect purement esthétique et le plaisir du regard qui se pose sur les planches. Et comment tu enchaînes ça. Donc ça, c'est un plaisir qu'on peut avoir même après la 15e, 20e ou 30e lecture, quel que soit le type de BD quand même. Rapidement de Tif et Tondu quand même. C'est ça, quand même un petit peu. Présenter un petit peu pour les gens. Je pense qu'il y a si on est dans des gens qui ne connaissent pas, donc oui, c'est savoir un petit peu d'où ça vient, qui est aux manettes de ça au début et surtout peut-être après, parce que je sais pas s'il y a eu des... Ouais, au niveau déjà qui l'a inventé. Ouais, mais déjà, on a aussi une information sur la 4e. C'est vrai que c'est bien de prendre le soin de vraiment regarder les objets. On a une autre information sur la 4e, c'est que contrairement à toutes les autres séries, les albums déjà sortis commencent au numéro 4. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Et pendant des années, en fait... Mais quel est ce mystère ? Alors, le mystère, il est très simple. C'est que la série, elle est créée dans les années 50 par un dessinateur et auto-scénariste qui s'appelait Dinner. D'accord. Mais qui, au début... Alors, créer ces deux personnages, donc Tif et Tondu, c'est deux hommes, alors dont l'âge est jamais défini, mais on peut dire qu'ils ont une bonne trentaine quand même, c'est pas des petits jeunes. Je pense. Tous les deux ont à peu près la même corpulence, c'est pas le héros svelte et musclé, ils sont un peu rondouillards. C'est pas Gilles Jourdan non plus. Non, on en parlera peut-être de Gilles Jourdan, mais c'est pas le même style, c'est pas les beaux gosses du coin. Et tous les deux, s'ils avaient pas la différence de système pileux, ils ont à peu près la même tête. Ils sont dessinés à peu près pareil, ils ont à peu près le même nez, les mêmes yeux. C'est vrai. On est dans un dessin très simplifié, vraiment stylisé, je dirais. Oui, stylisé. Et donc, il y en a un qui s'appelle Tif et qui est chauve, qui a une tête parfaitement ronde, qui n'a pas un poil sur le caillou, et un qui s'appelle Tondu, qui a les cheveux noirs et une barbe noire, qui permet de les identifier très très facilement. Et ça, dès le début, ils avaient cette tête-là, avec un dessin beaucoup plus naïf, mais il faut dire que il venait, je pense, d'une autre génération de Dinner, mais surtout au niveau des scénarios, il était parce que j'ai pu finalement accéder à ce qu'il avait fait avant que Will reprenne le dessin. Il était dans des histoires qui étaient à la fois très inspirées, comme tout le monde, par Hergé, c'est-à-dire des trucs très d'aventure, mais avec ce côté feuilleton où on sent bien que quand il a commencé à la première planche, il ne savait pas ce qu'il allait faire à la planche 5 même, je dirais. Ouais. Et un truc très gaguesque aussi, puisqu'il va utiliser le physique de ces deux personnages. Et il faut dire que, quand on a défini les personnages, on a parlé de leur physique, mais il faut parler de leur tempérament aussi, qui là aussi sont très simples, mais qui sont quand même assez identifiables. C'est-à-dire que ces deux héros, il n'y a pas de doute, ils font le bien et tout ça. Par contre, ils ne sont pas de caractère forcément très très attachants, ou en tout cas, ils n'ont pas les attributs des héros habituels. Et notamment Tondu, le barbu, qui est assez souvent de mauvaise humeur et qui est un peu agacé par la maladresse de son camarade de Tif. Donc, alors, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une tension entre deux, mais
Voilà, il y a quand même ce côté qui vient plutôt du gag, en fait, de l'opposition, ce qu'on appellera le buddy movie après au cinéma, de prendre des gens qui se ressemblent mais qui en fait sont un peu différents de tempérament. Enfin, antagonisme c'est peut-être un peu trop fort, mais qui se rejoignent pas sur tout, quoi. Ouais. Ça peut créer des frictions ou justement des gags, quoi. Exactement. Mais je crois me souvenir, oui, j'avais vu des planches rapidement comme ça de ce premier dessinateur. Ils étaient même un peu plus costauds, même encore un peu plus redondillards au début, quoi. Cliché de l'humour, on va jouer sur des personnages un peu ronds, donc sympathiques, mais aussi maladroits, gaffeurs, etc. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, je crois que c'est Dupuis qui refile parce que Dinner en avait marre de dessiner, je crois, qui refile les héros à Will. Alors, je vais présenter rapidement qui est Will. Donc, son vrai nom, Willy Maltête. Je précise parce que son fils, à un moment, va reprendre. Je crois il va participer au scénario, enfin on va jouer un rôle dans Tif et Tendu, et lui il signe Maltête, son fils. Donc c'est un type qui est né en 1927, qui est belge comme beaucoup de dessinateurs de cette époque-là, et qui va faire partie des gens qui vont être hébergés par JG. Oui. Donc JG, dessinateur entre autres de Jerry Spring, qui fait vraiment partie des fondateurs du journal Spirou, des premiers dessinateurs. Par contre, JG est effectivement important parce qu'il a joué un rôle effectivement comme ça un peu paternel. Il a hébergé entre guillemets plein de dessinateurs. Voilà. Et lui, il est dans un moment où il est hébergé avec donc Will, Franquin et Maurice, dessinateur de Lucky Luke. Excusez du peu. Voilà, excusez du peu. C'est peut-être, alors sans méchanceté aucune, et même c'est même pas une question de jugement, c'est peut-être le moins génial des trois. Voilà, que Maurice et Franquin ont vraiment inventé un style. Lui, il est plus dans une continuité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Juste pour fermer la parenthèse aussi, après, genre plus tard, il aura Jean Giraud, Moebius comme entre guillemets élève. Enfin voilà, je veux dire, il y a du monde qui est passé. Il y a du monde qui est passé chez lui. C'était une bonne école. Dans sa maison atelier et tout, et quand on voit ce que ça a produit derrière au niveau graphique, c'est quand même juste génial. Et puis alors bon, le graphisme de JG aussi était génial, quoi. Mais ouais, d'accord, donc oui, il était à bonne école. Ouais, et puis alors il est très copain en plus surtout avec Franquin. Parce qu'apparemment Maurice est de caractère plus taciturne, ça. Mais ça va se retrouver puisque Will va participer un petit peu, va aider Franquin notamment sur un album qui s'appelle Les Pirates du Silence, où il va l'aider à faire les décors. Et je souligne ça parce que ça aussi c'est important. Il a peut-être un dessin très stylisé au niveau des personnages, mais c'est quelqu'un qui, je trouve, a un sens du décor. On l'a vu dans ta description de la couverture. Ces bâtiments, ces espèces de sculptures bâtiments sont très modernes pour l'époque. Oui, et puis encore une fois, moi c'est ça que j'aime dans toutes ces écoles, même que ça soit du côté ligne claire chez Hergé, ou toute l'école post-JG, et puis surtout, alors j'ai oublié le nom de l'école, mais enfin bon c'est pas grave, celle qui a tourné en fait après autour de Franquin, mais c'est que les mecs ils sont capables en juste avec quelques traits de te faire croire à quelque chose qui est juste sur un bout de papier, donc c'est hyper stylisé. Et par contre ça effectivement c'était toujours connu. Évidemment Franquin au niveau décor, objet, tout ce monde du lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui arrive est parfaitement retranscrit et fantasmé aussi dans les BD, mais oui, il était effectivement connu pour faire des super décors, et des super bâtiments, tout ça, quoi. Et ils ont ce goût commun pour l'art contemporain, pour le design, le design pour les exactement. Meubles des années 60 et tout ça, qu'on retrouve chez les deux. Mais je trouve ça touchant que Franquin ait fait appel, alors que lui-même aimait beaucoup dessiner ce genre d'objets, et fait appel à lui sur cet album. Ceci explique cela, parce que s'il fait appel à lui, c'est qu'il a bien senti qu'ils étaient sur la même longueur d'onde et qu'il en était capable. Ouais, et alors pour le coup, lui, il démarre au début, il fait des dessins de presse, des dessins humoristiques. On en trouve, moi j'avais acheté à l'époque un numéro des Cahiers de la bande dessinée sur Will, et où il y avait reproduit des dessins qu'il faisait pour ce journal qui est, je crois qu'il y a un ancêtre ou qui est un parallèle du journal Spirou qui s'appelait Le Moustique. Voilà. Et donc il faisait mais vraiment des dessins des gags en un dessin, avec éventuellement une légende dessous. Donc d'où ce côté très stylisé de son dessin et très expressif aussi malgré tout, avec 3 traits. Il faut tout dire. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel stade, c'est pas super bien documenté, qui choisit quoi, mais j'ai bien l'impression que c'est Dupuis lui-même qui oriente Will vers Tif et Tendu.
Bah ça aussi, ça se faisait un petit peu, parce qu'à un moment, Franquin, pareil, c'est comme ça qu'il récupère Spirou, parce que là encore, j'ai pas révisé avant, mais celui qui... Rob-Vel, le créateur. Oui, voilà. Il y a les cadences faisant que ça devient des fois infernal, ou pour des problèmes d'humeur, ou autre. Les éditeurs, sentant qu'ils ont un filon, il faut vite refiler le bébé à quelqu'un pour que la production ne s'arrête pas, quoi. Donc visiblement, ils se sont tournés vers Will pour dire... Tif étendu, ça va être toi. Et bon, alors il le prend pas de mauvaise grâce, mais ce qu'il y a au début, c'est que il est piloté par Dinner, par celui qui a créé le... Et on sait pas encore l'univers qui le passionne. Ah mais parce que donc il bosse avec Dinner en fait au début. Ouais, au début d'accord. Il bosse. Ok, ouais. C'est qu'en fait, quand Rosie, le scénariste, arrive, il va trouver son mode, lui, de fonctionnement par rapport à Tif étendu. Il est un peu brimé par l'univers de Dinner qui ne correspond pas tout à fait. Parce que donc, il y a aussi, au niveau du scénario, il y a un nouveau qui... Oui, en fait, il fait les gags au début avec Dinner. Et puis... Rosie, tu veux dire? Non, parce que je me suis perdu là. Non, Will. Quand il récupère Tif étendu avec Dinner. Ok. Et puis à un moment, ça clash un petit peu. C'est ça. Et puis, si j'ai bien compris aussi les différentes documentations que j'ai trouvées, Dinner en a un peu marre, en fait, simplement. Et donc, il lui trouve aussi un scénariste qui est donc Rosie. Et je vais en parler. Donc, Maurice Rosie, lui, je vais en parler parce qu'il est beaucoup moins connu que Will. Enfin, c'est beaucoup moins une figure de la bande dessinée. Et c'est certainement, pour moi, aussi important que le dessin de Will. Effectivement, il va créer ce méchant que tu as suggéré tout à l'heure et qui est hyper important. Je te laisse le soin de le qui est le personnage qui s'appelle Choc. Voilà, ça c'est quand même... alors on va revenir en détail sur qui est ce Choc, mais il va le créer donc dès l'album numéro 4, et c'est pour ça peut-être que ça commence là, c'est-à-dire que pendant des années on n'a jamais réédité les albums de Dinner. Je sais pas s'il y avait des questions de droit, il doit y avoir il voulait l'effacer, mais en tout cas pour Dupuis, à un moment ça commence à l'épisode 4. Oui, d'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que si vous voulaient cacher, ils auraient pu mettre... Ils auraient pu renuméroter. Voilà, c'est ça qui est marrant. Parce que Choc arrive déjà dans La Main Blanche. Je me souviens plus. La Main Blanche, c'est l'organisation de Choc, c'est l'organisation criminelle de Choc à ce moment-là. C'est pour ça qu'après l'épisode 5, c'est le retour de Choc. Exactement, exactement. En fait, bon, ça, c'est Rosie qui l'amène. Alors, Rosie... Oui, Rosie, c'est important, oui. Donc, Rosie, il est belge aussi. Il est né la même année que Will, en 1927. Et c'est au départ très jeune, c'est quelqu'un qui va faire du dessin. Et il finira sa vie comme dessinateur. Hein. Il est scénariste pendant un moment, mais c'est vraiment, le dessin est vraiment quelque chose qui le préoccupe très tôt. Je ne sais pas s'il était doué, mais en tout cas, il va être contrarié très tôt par son père, qui voulait qu'il reprenne... ils avaient une clouterie dans la famille, une fabrique de clous, ou un commerce de clous. Et donc, il pensait que le dessin, comme beaucoup de gens à cette époque, et comme encore aujourd'hui ça arrive, c'est du temps perdu, c'est pas un métier, etc. Donc, il va se fâcher avec lui et il va, d'après ce qu'il a raconté lui, brûler tous ses dessins. Et il va aussi s'affranchir à un moment de son père. Faut dire que en Belgique, il va traîner dans une salle de concert. Il fait de la musique aussi. Et il va traîner dans un lieu où il fait un peu d'impro et tout ça. Et il va rencontrer Delporte, qui va devenir directeur de Spirou des années après, qui va être quelqu'un d'important chez Dupuis. Il y a une grande époque, Yvan Delporte, voilà, qui effectivement a été un peu un super rédacteur en chef ou directeur de publication, je ne sais plus quel était son titre officiel, mais que effectivement avec lui, c'est une espèce d'âge d'or encore. Tout à fait. Autour de Spirou et avec surtout le trombone illustré aussi. Oui, alors ça c'est après, c'est vraiment, ça va être plutôt à la période du grand combat, justement, ça va être dans les années 60, fin 60, début 70, je crois. Ouais, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est un personnage important. Très important aussi. Sauf que quand il le rencontre, c'est pas le cas du tout, il est pas encore, le type n'est pas encore chez Dupuis. Et il se rencontre alors un peu autour de la musique, et puis en fait, c'est une espèce de club artistique qu'ils improvisent. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. J'ai pas fait des recherches très très profondes, mais ils créent un mouvement même qui s'appelle, je vais essayer de pas me planter, les Nigastivanistes. Et où en gros, ce qui est dit, en tout cas sur l'affiche, c'est que surtout ils refont le monde, quoi. Ils boivent des coups, ils écoutent de la musique et ils refont le monde. Mais ils vont créer aussi un petit journal, voilà. Et surtout c'est la naissance d'une amitié. Et du coup, Delporte va rentrer chez Dupuis et
va proposer à Rosie à un moment de le rejoindre. Et quand Delporte le présente à Dupuis, alors comme il s'est pas remis à dessiner, et, enfin a priori il n'est pas trop dans le dessin à ce moment-là, c'est lui-même qui va créer son propre poste de donneur d'idées. C'est bon, ça. Et alors, et donc Rosie va J'adore ça. il va très vite devenir scénariste, mais il va faire plein de trucs chez Dupuis. Et notamment, il va créer des formats différents d'albums. Et c'est lui qui va créer des trucs que j'ai. Alors, je me déplace un petit peu. Il va être l'inventeur du mini-format. D'accord. C'est une collection donc, qui s'appelait Gag de poche. Alors, je sais pas à quelle période elle naît exactement. Ça, c'est une idée de Rosie. Et pour info, non seulement c'est dans les Gags de poche qu'est apparu le premier album de Gaston. D'accord. Il est apparu d'abord dans les pages du journal Oui, Spirou, mais Oui, avant qu'on sorte les formats à l'italienne et puis les formats tels qu'on les connaît maintenant. Le premier livre, c'est Gaston, biographie d'un gaffeur, dans lequel... Ouais, alors celui-là, il a morflé. Hein, mais... Oui, mais tu l'as. Ouais, je l'ai. Ouais. Putain, vraiment, ça doit... Waouh. Enfin, là, effectivement, on a un tout petit livre de poche, on peut vite le décrire. Enfin, c'est vraiment le format poche classique, avec des reproductions de strips tout en noir et où ils ont blanc, été obligés de recadrer un peu de redécouper les planches et tout ça, mais je ne crois pas me planter en disant que c'est le premier éditeur et donc la première personne qui a eu l'idée de faire un format poche sur la bande dessinée. Et c'est le premier à publier en France les Peanuts de Charles Schulz, qui est un monument de la bande dessinée américaine, donc dans cette collection Gag de poche. Autre élément à savoir intéressant sur Rosie, il a participé à 2 albums de Spirou. Un dans lequel il n'est pas crédité, mais après Franquin l'a reconnu, qui est Le Dictateur et le Champignon. Ouais. Et ça, j'en parle parce que ça va être important pour le grand combat, puisque Le Dictateur et le Champignon, c'est un épisode dans lequel le comte de Champignac invente un gaz ou un produit qui ramollit tout. Et donc il y a un truc très antimilitariste, puisqu'il y a un dictateur qui est incarné par Zantafio. Et donc on va voir des chars d'assaut se ramollir, on va voir et ça c'est une idée de Rosie. Alors il n'est pas du tout crédité au scénario, mais Franquin dira qu'en fait il a raconté son idée, ça lui a plu, mais je sais pas qui chez Dupuis trouvait ses idées trop fantaisistes. Donc après lui il a un peu recadré, puis il aimait pas trop son découpage, il l'a repris en main. Mais en tout cas, ça dit que ce personnage a déjà des idées un peu farfelues. Et je dirais, et on va s'y retrouver dans le grand combat, des idées un peu psychédéliques, très atypiques dans la BD pour enfants de l'époque. En même temps, c'était son job, donneur d'idées. Donneur d'idées, tout à fait. Si t'es en panne, tu vas voir Rosie et tout va mieux après, quoi. Et pour la petite histoire, quand il l'arrêtera, à moins il l'arrêtera Tiffé tendu, j'expliquerai pourquoi peut-être après avoir parlé du grand combat. Et après il va se remettre au dessin, il va se mettre à l'illustration et il va s'installer à Paris et ça va devenir un graphiste et un illustrateur de livres pour enfants. Et là, si on va sur sa fiche, mais surtout si on va un peu chercher les images qu'il a pu faire, il a fait des illustrations de livres pour enfants, de livres qui ont eu pas mal de succès. Alors pareil, un dessin très classique qu'on pourrait assimiler à l'école franco-belge, mais en tout cas c'est intéressant de savoir qu'il est quand même arrivé à finir par vivre de son dessin et puis à changer de vie aussi, à quitter Dupuis et à être plus autonome.
un dernier détail sur Rosy, parce qu'en faisant des recherches, c'est ça qui est génial quand même, c'est qu'en faisant des recherches sur lui, j'ai découvert un truc hallucinant. Il a fait une planche dans Spirou d'une BD qui s'appelle Histoire martienne, donc j'allais dire un gag, mais c'est même pas un gag, une planche qui est parue en 66. Et ça, on le trouve sur Internet, donc Histoire martienne de Rosy, qui est paru dans le journal Spirou, et qui avait la couverture, très étrangement. Et là, c'est un dessin, on dirait plutôt que c'est sorti de Pilote ou Charlie Mensuel, voire des dessinateurs d'aujourd'hui assez abstraits. En fait, c'est qualifié de BD abstraite sur sa fiche Wikipédia, et je suis assez d'accord avec ça. Et surtout, donc, c'est une histoire d'objets ou de créatures martiennes sur une planche. Et les dialogues sont incompréhensibles, c'est-à-dire que ce sont des espèces de hiéroglyphes martiens. Il y a un dialogue avec des bulles, comme dans la BD classique, mais tu comprends rien. Non, c'est à nous de déduire ce qu'ils peuvent se dire ou pas. Ah, c'est génial. J'ai plus l'envie, c'est de mettre pause et d'aller sur Internet. Donc voilà, c'est une personnalité très intéressante, et avec tout l'amour que je porte à Tilleux, le créateur de Gilles Jourdan, qui va reprendre après lui la série Tiff et Tondu, je pense que la meilleure période, c'est quand même la période de Rosy. C'est-à-dire que Tilleux est un excellent scénariste, côté policier, côté aventure, il est très très fort, c'est ce qu'il y a chez Gilles Jourdan, pardon. On adore ses climats, il est très très fort pour dessiner une casse de bagnole, un petit commerce. Une voiture, comme Franquin, on a l'impression que les pneus, on les voit rouler, quoi. Il y a des gens, ils ont un talent pour ça. Mais puis dans ses scénarios aussi, il va faire un épisode qui se passe sur une île, il va faire un épisode le chinois de Rouge chez Gilles Jourdan, on dirait que c'est le salaire de la peur de Clouseau. Enfin, c'est vraiment un excellent scénariste. Il a ce côté un peu aventure, ambiance policière, mais Rosy, il a un truc, et moi c'est ce que je trouve de plus précieux dans l'art, il a le sens du mystère. Et ça, alors qu'on parte vraiment des romans, des feuilletons à l'ancienne de Sherlock Holmes ou de Arsène Lupin à des choses plus contemporaines, on enregistre le moment de la mort de Lynch, à des univers comme David Lynch, mais j'en parle à dessein parce que ça va avoir un lien avec le grand combat. Je sais maintenant d'où vient ma fascination pour le grand combat, c'est qu'il y a un sens du mystère qui est extrêmement précis, et pour moi c'est comme l'humour, le sens du mystère, c'est-à-dire que si on en fait trop ou si on n'en fait pas assez, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir doser, révéler, stimuler. C'est marrant que tu emploies cet adjectif de précis avec mystère, parce que ça serait quasiment antinomique en fait. Mais je crois voir ce que tu veux dire. Effectivement, pour connaître un petit peu les scénars de Rosy, il y a toujours une espèce de choses intangibles à un moment donné qui commence à t'envoûter et qui va pas te lâcher, quoi. Le premier album, Tiff et Tondu contre la Main Blanche, c'est encore du Tintin. Là j'y reviens. Il y a grosse influence quand même d'Hergé dans le déroulé de l'histoire, avec des retournements. On est vraiment dans ces ambiances-là. Petit à petit, il va s'affranchir de ça au niveau des scénarios, et il va vraiment amener cette patte où en fait Tiff et Tondu, ils passent leur temps, c'est deux héros, mais ils passent leur temps à être dépassés par ce qui leur arrive, à ne pas comprendre ce qui leur arrive. Quand ils arrivent dans un lieu, il y a des choses qui disparaissent, il y a des bruits inexplicables, il y a des phénomènes, et à l'heure qu'on pourrait être tout le temps basculer dans le fantastique, ce qu'il fera plus tard avec Isabelle, Will justement, à chaque fois il y a une explication rationnelle, et souvent derrière il y a le personnage de Choc. Moi celui que je connais un peu, mais tout est dans le titre déjà, L'ombre sans corps. Et là, c'est Tilleux, c'est le premier de Tilleux. Ah ouais, de Tilleux, d'accord. Tilleux a aussi le sens du mystère quand même, faut pas le mais je pense de toute façon parce que c'est juste 3 numéros après. De toute façon, il doit, pour le coup, je pense qu'il a dû essayer de faire un petit peu du Rosy, quoi. Dans la continuité, parce que c'est L'ombre sans corps, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'au début, on est face à un truc totalement fantastique qui n'a pas l'air logique, et il va y avoir une espèce d'explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est forcément un retour à la réalité, mais c'est une aventure fantastique, tout à fait. Ouais, alors mais celui-là l'est réellement. Le grand combat, c'est l'album de Tiff et Tondu qui passe de l'autre côté, et bon, on va commencer à le feuilleter, parce que parce que là, on va en parler. Donc,
En fait, ça commence par une demi-page, un dessin d'une demi-page, dans lequel on trouve Tiff étendu en voiture devant une barrière de douane. Et ça commence par une question, une frontière ici, mais où sommes-nous alors ? On a dû se tromper de route, tout de même cette frontière n'est pas indiquée sur la carte. À partir de là, nos deux personnages descendent de voiture et se rendent compte qu'ils sont dans une ville. Alors tu as vu, une ville qui est très stylisée là aussi. D'ailleurs, ce qui frappe tout de suite en bas de première planche, c'est qu'effectivement il y a des maisons, mais déjà genre on voit pas de fenêtres. Ouais. Il n'y a pas de fenêtres. Il y a pas. Ça a l'air désertique. Il n'y a rien dans les rues. Il n'y a pas d'habitants. Pourtant il y a un panneau signalétique. Il y a des escaliers, il y a des portes, mais déjà il n'y a pas de fenêtres. Ouais. Et quand on tourne, en fait, il se passe ce qui se passe souvent dans les récits d'aventure, c'est-à-dire qu'ils trouvent une maison, ils sont intrigués par le calme, et en fait, Tiff rentre dans la première maison, et en une case, on le voit rentrer, et puis il se retrouve tout seul. On est à la deuxième planche, oui. L'autre suit pas. Tondu ne suit pas. Il ne suit pas son camarade qui est... Il a disparu. En une case, il a disparu. D'accord. C'est-à-dire qu'ils allaient rentrer tous les deux dans cette maison. Oui. Mais l'autre se rend pas compte au début qu'il se retrouve seul. Et quand il ressort, il l'appelle, puisqu'il est déjà dans un village abandonné, etc. Et là, il y a une pierre qui commence à dégringoler du oui, mais ce que j'avais pas lu... D'accord, oui, il est ressorti après, ouais. Oui, c'est pour ça, d'accord. Je comprenais pas le... Voilà, je vais un peu vite, mais parce qu'on va pas faire les 44 planches. Non, bien sûr. Et là, c'est une pluie de pierres. Et il y a une pluie de pierres qui s'abat sur lui. Dans la rue. Donc, il court... Pour se réfugier dans une autre maison. Là... Changement radical de climat. Il ferme la porte derrière lui et là, subitement, il est plongé dans une maison qui a l'air entièrement éclairée par une lumière rouge très agressive. Ouais, il y a une petite lampe au sol, une armoire avec un mot dessus, sur lequel est écrit « Ouvrez la porte et vous comprendrez ». Il ouvre la porte et qui se trouve derrière la porte ? Choc. En fait, ce n'est pas Choc, c'est un mannequin, comme c'est très souvent le cas, et Choc lui tend une lettre. Et je continue, on reviendra après sur ces quelques planches. La lettre que lui tend le mannequin dit « Ceci est ma première invitation pour la soirée officielle que j'organise ce soir à la Résidence des Nations. Rendez-vous à cette heure précise. » Case d'après, en fait, Tiff est dans son fauteuil. Il dormait, ce n'était qu'un rêve. Le classique, ce n'était qu'un rêve de toute bande dessinée, aventure à retournement, etc. On sonne à la porte, le facteur amène une lettre, et la lettre dit « Ceci est ma deuxième invitation, j'espère que j'aurai le plaisir de... » Et là, gros choc, si je puis dire. C'est le cas de le dire. Tondu lâche la lettre et informe son camarade qu'ils ont reçu une invitation pour aller... Alors, ils appellent ça la résidence des nations, oui. En fait, où ils vont trouver tout l'État français, en fait, le président de la République, les ministres, etc. Mais donc, il explique à son camarade que ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement qu'ils sont invités là-bas, c'est qu'il a reçu cette première invitation en rêve. Et en fait, ça va être... Alors, je vais un peu spoiler l'album, mais je suis obligé, pour parler de sa portée vraiment mystérieuse, et puis surtout dans l'imaginaire, en fait... ils vont découvrir que Choc a trouvé un moyen de s'introduire dans les rêves des personnes. Christopher Nolan n'a rien inventé. Mais c'était évident. Virez-moi Inception et donnez-moi le grand combat. C'était évident que nous avions passé par là. C'est qu'en fait, les gens n'ont rien compris. Entre les je sais pas combien de millions qu'ont coûté Inception et cet album, tu prends l'album. Qu'on doit pouvoir trouver aujourd'hui au prix de 6 ou 7 euros, mon choix est vite fait. Et ce n'est pas qu'une question de prix. C'est l'effet que m'a fait le grand combat. Alors, j'avais 7-8 ans, mais Inception me l'a jamais fait. Si on revient sur ces premières planches... En tout cas, c'est sûr que déjà, ça va plus vite. Hein. Oui, en plus. T'as vu, t'as même pas lu... il y a 4 planches. 4 planches. Il faut 4 planches pour exposer cette situation. Parce que là encore, ce qui est marrant, c'est que comme tu dis, il y a toujours le coup classique « Ah, ceci n'était qu'un rêve ». Sauf que dans 90% des cas, c'est un Deus ex machina qu'on te fout à la fin de l'histoire pour essayer de régler le truc alors qu'on n'a aucune solution. Alors que là, on te fait apparaître ça dès le début. Donc tu sais que forcément, l'enjeu en plus n'est même pas encore posé, quoi. C'est juste une espèce de petit apéritif, quoi. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare.
on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. Les couleurs à l'époque chez Dupuis, c'est beaucoup des aplats, c'est très simplifié. Il n'y a pas de nuances dans les couleurs, on ne fait pas de dégradés, très très peu, c'est très très rare. Puis c'est des couleurs assez primaires, mais en fait il y a une gestion des couleurs que je trouve magistrale moi dans ces 4 planches. C'est-à-dire que déjà, tu l'as dit sur la couverture, dans la première case quand même le ciel est jaune. Donc il y a déjà un truc, alors on ne sait pas qu'on est dans un rêve. Mais cette première image est très intrigante quand même, cette douane, ce poste de douane au milieu de nulle part, dans ce village va s'avérer désertique, il y a déjà quelque chose d'un petit peu onirique dedans, sans qu'on puisse le formuler. Avec donc ce ciel jaune, ces maisons au toit bleu, ça aussi c'est pas très très classique, hein, c'est pas la couleur de l'ardoise et c'est pas la couleur des tuiles, hein, on est dans une couleur un peu entre deux. Pas de fenêtre en maison. On joue beaucoup sur la deuxième planche sur les verts et jaunes, donc on continue cette ambiance mais avec des portes vertes, et puis ça ressemble un peu à des portes plutôt en métal, quoi. Pas du tout des portes en bois. On dirait presque un truc de coffre-fort, même si... C'est des petits détails, mais en fait c'est des trucs qui sont intrigants sans qu'on y fasse attention en fait. Et comme tu l'as dit, après la pluie de pierre, quand Tiff va se réfugier dans cette maison, il y a une ambiance rouge, tout d'un coup, très atypique. Tout le décor est rouge, quoi. Oui, c'est la force de la place, c'est-à-dire que là, subitement, autant encore, c'est vrai qu'on peut ça a l'air d'être des scènes réalistes, mais effectivement, si on fait attention, ou je pense que notre inconscient l'enregistre, on voit qu'il y a quand même des éléments qui font penser déjà qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. La pluie de pierre finit par achever cette sensation. Et là encore, ça pourrait s'arrêter là, et c'est subitement, on passe encore un cap, on va encore plus loin dans le trouble, puisque effectivement, il y a cette espèce de radicalisation de l'éclairage, où on passe d'un aplat rouge, mais qui concerne autant les murs, la porte, que même le visage de Tiff, et le sol. Et donc, là encore, quasiment géré en aplat. Alors, je sais pas si c'est l'impression là qui fait qu'il y a des fois des petites... je sais pas. Je pense que... c'est ça la force des fois de la simplification de la colorisation. C'est-à-dire que tu joues sur des nuances très très fortes et qui donnent des effets qui sont radicaux mais qui sont très efficaces. Oui, il y a même, tu vois, derrière l'armoire, il y a la perspective de la pièce qui finit un peu avec un mur au fond. Cette armoire est vraiment posée en plein milieu d'une pièce. Là, on comprend qu'on a basculé là. Ouais. Et puis il y a des dessins bizarroïdes sur l'armoire. Ouais. On dirait presque du Cthulhu, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Pareil, alors sur la suite, on va pas raconter tout l'épisode. Peut-être juste un truc. Ouais, parce que quand même, juste pour peut-être décrire un peu Choc, parce que moi c'était aussi, je trouvais qu'il avait un look quand même trop génial. J'allais y arriver sur la suite, mais non, mais c'est très bien. Après, alors, Choc, on va le décrire pareil, même, physiquement et sa personnalité. Physiquement, on peut dire que c'est un type habillé avec un costume, c'est un type très élancé. Déjà l'inverse de Tiff et Il est plus grand qu'eux. Et puis surtout, il est très élancé, très mince, très svelte, très élégant. Il a un costume en queue de pie, quand même. Exactement. C'est un truc de pianiste, quoi. Avec un plastron sur un petit gilet, quoi, et un plastron, toujours. Et puis, ce fameux... Alors, soit masque, soit homme, casque. Ouais, moi j'aurais dit casque, homme, carrément. Alors, j'ai jamais trop... presque, une espèce de truc un peu moyenâgeux, mais quand même stylisé. Du fait qu'il est élancé, on a l'impression que son visage est élancé aussi, parce qu'il est très fin, et c'est comme si c'est un type qui vivait avec un casque de chevalier sur la tête, quoi, en permanence, alors qu'il a un costume queue de pie et des gants blancs aussi. Mais donc c'est à la fois le mystère et la classe, quoi. C'est l'ancêtre de Darth Vader au niveau des... Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, pour moi, c'est surtout le descendant ou l'incarnation en BD de Fantomas. C'est l'équivalent de Fantomas, c'est-à-dire l'hyper méchant qu'on ne voit jamais, qui cache toujours son identité. Évidemment, c'est un grand classique des BD d'aventure de cette époque-là. Plusieurs fois, on croit l'avoir démasqué, et en fait, il y a toujours un autre masque derrière le masque. C'est vraiment l'incarnation du pur méchant. En plus, il est à la fois très mercantile, c'est-à-dire qu'il va essayer de gagner de l'argent, il fait plein de trafic, notamment dans le premier, dans La Main Blanche, il est vraiment dans le trafic, en plus au niveau international, avec des Asiatiques sur une île, et puis à côté de ça, des fois, on ne sait pas du tout quelles sont ses motivations. Des fois, c'est purement de faire le mal ou d'avoir du pouvoir.
C'est le cas en particulier de cet album-là. Mais en plus, il a un fume-cigarette. Oui, Alors, truc qu'on évidemment après qui a dû disparaître dans les BD, puisque même Lucky Luke s'est arrêté de fumer. Ouais, bon, j'imagine après, que- bon, de toute façon. Est-ce qu'il est gommé dans les rééditions? J'en sais rien. Mais quand même, J'espère pas. ça lui donnait une sacrée classe. Ah ouais, non, Là, c'est trop bien. il y a une case un peu plus loin où il va apostropher Tiff et Tondu. Il est au premier plan sur la gauche avec son fume-cigarette dans les doigts et il leur dit alors on se pose encore des questions. Ça pose quoi quand il arrive. Ah bah oui, oui. Puis, de toute façon, on sait que c'est l'incarnation et du mal et des problèmes de Tiff et Tondu. En tout cas, c'est ces grands méchants dont la psychologie est très floue, enfin très variante selon les périodes, mais en tout cas c'est la némésis, c'est le type qui sera toujours là. En tout cas, dans toute cette période-là, il y a très peu d'albums où il n'est pas et où ça met un enjeu quand même et ça promet. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être dans l'ombre sans corps, je pense qu'effectivement, peut-être Tilieu, s'il arrive là, il n'y a pas Choc dedans. Non. Et donc, c'est vrai que sur le coup, c'est le petit truc qui presque manque, quoi. Même si ça doit être intéressant de pouvoir aussi écrire des histoires sans Choc, mais... Rosy est parti avec. Ouais. Je ne sais pas s'il lui appartenait totalement parce que finalement, Dupuis va le récupérer. C'est-à-dire que Choc, il disparaît totalement de la période Tilleux. Même après, il va y avoir un autre scénariste qui est très mal aimé. Il ne va pas avoir le droit de l'utiliser non plus. Et je crois que moi, j'ai vu le retour de Choc quand j'étais, moi, abonné à Spirou ou je sais pas quoi. Mais c'était plus la même chose. Enfin, ça fonctionne toujours, mais... Disons que le propriétaire et le détenteur et le dépositaire de ce personnage, ça reste quand même Rosy, quoi. Bien sûr. Et alors, ce qui est terrible dans cet épisode-là, qui est le dernier épisode avec Choc. D'accord. Voilà. Je t'expliquerai pourquoi après les deux autres, il n'y est pas. C'est le dernier épisode et à la suite de ce courrier, ils se rendent donc à cette espèce de résidence des nations où il y a là aussi je trouve le truc de couleur génial, même s'il est hyper simple. Il y a ce grand bâtiment qui est la résidence des nations tout en bleu avec le jaune à l'intérieur. C'est normal, c'est la nuit, c'est bleu, à l'intérieur c'est allumé, c'est jaune, mais en fait ça va montrer l'ambiance plombée qu'il y a à l'intérieur de ce truc là, c'est-à-dire que tu as tout le gouvernement et le président de la République qui sont là et regarde bien leur tronche en fait, tu vois, ils ont tous il n'y en a pas un qui sourit, ils font tous la gueule. Et Choc est là, au milieu de tous ces gens. C'est ça qui est surprenant. Le type qui est toujours clandestin, caché, etc. Et on demande à Tiff et Tondu de se réconcilier en direct à la télévision avec Choc. Ils sont furieux, ils ne comprennent pas du tout pourquoi. Pour eux, c'est le pire criminel de... Et c'est le président en personne qui essaye d'arrondir les angles en leur disant, et en leur glissant tout doucement, et c'est pour le bien de la nation. Et il y a cette image, et d'ailleurs, je me suis interrogé en le relisant aujourd'hui, il y a cette image de la poignée de main, entre Choc, mais on ne sait pas si c'est Tiff ou Tondu. C'est-à-dire que c'est vu à travers la télé qui filme ça, mais on ne les montre pas tous les deux en train de serrer la main de Choc. Oui, c'est l'idée, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il n'y a qu'un gros plan où on ne voit effectivement que deux mains. On reconnaît celle de Choc parce qu'on reconnaît son bout de manche de costume et les gants. Mais effectivement, la main qu'il serre en gros plan, l'autre main, on ne voit pas si elle appartient à Tiff ou à Tondu ou même à qui que ce soit d'autre. Donc ça pourrait être presque faux, quoi. Mais alors c'est pas faux du tout dans le scénario, mais est-ce que ça serait pas too much? Moi, je me demandais pour Will et Rosy de se dire non, on va pas les montrer en train de serrer la... Je délire peut-être, mais je me suis demandé pourquoi il n'y a pas une case où on les voit tous les deux serrer la main et faire la gueule, parce que c'est quand même ce qui leur arrive. Après, on voit bien qu'ils sont pas... Bon... À partir de là, va se dérouler cette intrigue où bon, ils n'ont pas encore compris ce qui leur tombait sur le coin de la figure, puisqu'après... Ils sont les tenants et les aboutissants de ce truc quand même très très louche. Après, Tondu va s'endormir et il va y avoir droit aussi. Je garde quand même des détails pour les gens qui découvriront, mais arrive un troisième élément qui fait partie de ma fascination quand même. C'est à la planche, alors numérotée 16, donc ça doit être la 14e planche de l'album. Où Tondu se retrouve tout seul dans la maison, je ne sais plus à la suite de quoi, et il entend un bruit, et il y a un livre qui est tombé par terre de la bibliothèque, un livre qui s'appelle « Les ennemis du sommeil ». Tout un programme. Il ne se souvient pas avoir acheté ce livre, il ne sait pas ce qu'il fait dans sa bibliothèque, mais sur la page de garde, il y a une adresse, l'adresse d'une librairie. Librairie des rêves. Librairie des rêves, 22 rue de l'Aurore. Et il va se rendre à cette librairie, très intrigué.
Et il va rencontrer dans l'arrière-boutique cette espèce de moine tibétain. Ah oui, bah voilà, oui, c'est là où il arrive. Oui, d'accord. religieux. Oui, qu'on a vu en couverture. Exactement. Qui va lui expliquer que Choc a dérobé la science des rêves à son monastère. D'accord. Que eux ont découvert ce savoir-là, mais qu'ils ne l'utilisaient que à bon escient, etc. Et que Choc est venu s'emparer de ça chez eux. C'est Doctor Strange, quoi. Ah, c'est super scénar. Et va confier à Tondu 2 statuettes qu'ils doivent tenir en s'endormant pour qu'elles les protègent. De toute intrusion dans leur rêve. Elles ne protègent pas de toute intrusion, mais elles les protègent. Elle leur donne un moyen de se sortir indemne du rêve. Mais Christopher Nolan, c'est sûr qu'il a eu ça, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est clair. Attends, j'en suis sûr. Je sais pas comment ils ont traduit qui fait tondu, mais... Hair and... Hairy and skinny. Ouais, je sais pas. Bon, là, après, voilà, je vais pas... Là, il y a plagiat, là. Je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais je voudrais quand même... Juste après, déjà, ça a l'air trop top. Hein. Après, il y a l'antre de Choc dans lequel il contrôle les rêves avec ses écrans. Non, laisse tomber, il a un peu adapté la technologie tibétaine. Il faut que je le choque, celui-là. Ouais, bon. Juste un détail encore sur ma découverte, c'est que donc, bon, moi je lis ça, alors je suis vraiment fasciné par cette histoire et par l'aspect fantastique qui s'introduit là-dedans. J'ai été tellement intrigué par ce livre qui tombe tout seul de la bibliothèque et qui en fait contient un appel. Évidemment, si on remonte le truc qui ne connaît pas ce livre, on peut se dire que ce livre il a été placé là, on ne sait pas comment, et qu'il tombe de lui-même pour lui dire viens à la librairie, tu vas rencontrer la personne qui va te sortir de la situation. Dans ma famille, il y avait un oncle éloigné qui avait une maison à la campagne dans laquelle il y avait autour d'un escalier qui montait à l'étage une petite bibliothèque qui faisait le tour de l'escalier quand on montait. Et je sais pas pourquoi, petit, je projetais sur cette bibliothèque que c'était la même que celle du Grand Combat, et j'observais du coin de l'œil, j'espérais, mais honnêtement, il y a un livre qui tombe. J'espérais qu'il y ait un livre qui tombe. Et j'avais quand même l'âge de la rationalité, donc je me disais, je sais que le livre ne va pas tomber. Mais quand même. Mais on sait jamais. J'avais projeté, et je jure que c'est vrai, j'avais projeté sur cette bibliothèque cette case de BD là. Oui. Et alors après, on peut extrapoler sur le pouvoir des livres, sur machin et tout ça. Mais moi, je dirais que là, c'est vraiment le pouvoir des bibliothèques en fait. C'est que une bibliothèque, c'est plein de... Tant qu'on n'a pas ouvert les livres, c'est plein de promesses, en fait, de choses d'univers différents, de ça. Et il y a... Enfin, dans cette case-là, pour moi, il y a ça. C'est-à-dire qu'il ouvre ce livre, et puis, ça aussi, ça nous arrive, si on achète des livres d'occasion, de trouver des papiers dedans, de trouver des dédicaces, de trouver des... C'est comme tu as dit, de toute façon, et dans le livre, et dans la bibliothèque qui rassemble plein de livres, voilà, c'est autant de promesses, mais c'est aussi autant de portes, de portails, de dimensions parallèles, de télescopage, comme tu dis, combien de fois, une dédicace dans un vieux livre, enfin, moi aussi, c'est pour ça que j'aime les vieux livres, les livres d'occasion et tout, parce que des fois, tu tombes sur des trucs que tu n'es pas censé avoir lu, pas censé savoir, et puis toi aussi, tu peux commencer à imaginer n'importe quelle histoire, enfin, c'est tout ça qui est juste génial. Et puis c'est cette espèce de promesse d'un ailleurs tout le temps renouvelé, quoi, et qui ne connaît aucune limite, et c'est juste, c'est Inception avant l'heure, quoi. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. Mais c'est moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça, en fait, ce scénario de Rosie va lui permettre
de développer quand même visuellement des univers qui vont le sortir un petit peu. Alors, avant, c'était déjà génial, c'est-à-dire que La Villa du Long Cri, enfin tous ces albums où ça se passe, il aime bien dessiner la Côte d'Azur, des petites, voilà, des maisons un peu luxueuses, mais aussi chaleureuses, et il va mettre du mystère là-dedans. Le scénariste va lui permettre de mettre du mystère là-dedans. Il est très fort dans les ambiances, mais là, il va sortir de son univers, il va rentrer dans ce monde onirique. Et d'une part, je trouve que la BD, pour moi, est le meilleur endroit pour l'univers onirique, plus que le cinéma. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros problème avec l'univers onirique au cinéma. J'ai l'impression qu'on me le force un petit peu. Et là, alors on va arrêter de s'acharner sur Inception, mais je vais même prendre des gens que j'aime beaucoup. Hitchcock, par exemple, qui a traité le monde du rêve plusieurs fois, je suis jamais convaincu. Même quand il convoque Salvador Dali dans La Maison du Docteur Edwards, ça fait... tiens, comment on pourrait faire pour représenter le rêve au cinéma? Mais après, je te rejoins sur le côté, même si les scènes du Dr Edwards, là, avec Dali, en elles-mêmes sont vachement bien, mais effectivement, ça fait pièce rapportée, quoi. Ouais. Ça ne colle pas avec le reste, quoi. Où ça fait, attention, à partir de ce moment... on va se faire un trip à la Dali. C'est ça. Enfin voilà, donc c'est un peu forcé, quoi. C'est un peu artificiel pour le coup. Ouais, de toute façon, le problème du rêve en général, c'est que, nous, n'importe qui vit un rêve intense, déjà quand il va le raconter, il va faire un flop en général. Parce que c'est très difficile de retranscrire l'étrangeté. Et au cinéma, alors à l'exception pour moi de David Lynch, qui est vraiment. Mais lui. David Lynch, même quand il fait pas des scènes de rêve, on y est tout le temps, en fait, plus ou moins dans son cinéma. Lui, c'est un cinéma qui est globalement inspiré par ça, ouais. Mais sinon, je trouve qu'au cinéma, soit il y a l'option, comme Hitchcock, très psychanalytique, où il faut que tout ait du sens, les images qui succèdent, en fait, elles sont symboliques de trucs qu'on peut pas exprimer directement, ça. Soit on va dérouler tout un tas de clichés. Alors là, pour le coup, même Lynch, pour faire étrange, on va mettre un nain à un moment. Non, mais c'est vrai. Un univers. En fait, on va souvent confondre le rêve et le fantastique, l'onirique et le fantastique. Et je trouve qu'il y a le côté réaliste du cinéma, en fait, détruit presque la possibilité l'étrangeté, le truc qu'on peut pas attraper dans la possibilité dans le même de filmer en fait un rêve, quoi. Ouais, c'est peut-être très difficile à faire en fait. Souvent en tout cas, il y en a qui y arrivent, mais c'est souvent le cas. Là, ce que je trouve génial, c'est dès le début, je trouve que ces premières planches là que je t'ai un peu montré, il y a tout de suite quelque chose qui est de cette étrangeté, mais les personnages s'en étonnent pas, continuent et découvrent petit à petit qu'il y a un truc qui fonctionne pas. C'est une espèce de côté naturel, en fait. C'est étrange, mais c'est naturel que ça arrive dans ce cadre-là. Oui, là, peut-être la force aussi de ça, c'est que comme on est dans une espèce quand même de graphisme aussi qui est un peu naïf, un peu simplifié, il y a une espèce de trompe-l'œil, tu vois, d'entrée de jeu, en fait. Et c'est peut-être plus facile d'amener ce climat onirique, cette inquiétante étrangeté dont parlait Freud, avec des outils comme cela, tu vois, et avec des aplats, et puis ce côté bande dessinée pour enfants et tout. Je trouve qu'effectivement, moi c'est pour ça que ça me touche aussi, il y a peut-être, pour le coup, c'est peut-être quelque part plus facile d'arriver à te faire croire à des choses totalement irréelles et de te dire tu es dans un rêve. Et qu'en plus là, parce qu'en plus là encore, je pense que l'intérêt de la bande dessinée, c'est que nous en tant que lecteurs, on va beaucoup travailler. C'est toujours pareil. C'est nous on fait quand même une interprétation permanente, on lit le texte, on lit l'image, on essaye de relier les deux, des fois on les sépare, on passe d'une case à une autre, entre deux cases il y a du vide, il y a peut-être une césure temporelle, une césure spatiale, et tout ça c'est nous qui allons le nourrir. Et c'est là où peut-être le meilleur rêve, quand on rêve c'est dans notre cerveau, et je pense que la bande dessinée, j'ai toujours trouvé ça, c'est que elle a une manière de faire travailler notre cerveau qui peut en plus bien l'amener dans ce genre de climat aussi, quoi. Enfin, c'est pour ça que même s'il n'y a pas d'éléments fantastiques, même avec un graphisme qui ne veut pas être réaliste,
je trouve que ça fonctionne. Parce que là encore, c'est nous qui faisons notre théâtre de marionnettes dans notre cerveau. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'on t'explique comment marche la machine ou comment marche la science des Tibétains. Hein, tu y crois. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais alors justement, c'est aussi un album qui signe la fin de quelque chose. C'est le dernier épisode dans lequel apparaît Choc, donc je l'ai dit. C'est 1968, 2 ans après. Donc Will va dessiner Isabelle, qui va être une série beaucoup plus fantastique. Alors, Rosie n'y est pour rien. C'est Machereau et Franquin qui sont à l'origine de l'histoire et qui ont demandé à Will de la dessiner. Mais est-ce que cette tendance qui commence à arriver là lui a pas donné envie, enfin à quel point le côté un peu psychédélique, un peu de Rosie a pas ouvert ça, je spécule, mais enfin c'est quand même la même période. Et puis mondialement, c'est la période aussi. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je pense là on parle d'un produit grand public, de bande dessinée en plus comme tu as dit, plutôt fait pour les enfants et tout, mais c'est là aussi ce qui me touche beaucoup, c'est que tous ces gens-là ne se sont jamais en fait privés de rien quoi dans leur tentative un peu quand même d'expérimenter aussi. Et je pense que si en plus au niveau historique, dans la réalité, entre peut-être la musique qu'ils écoutaient, enfin toutes les choses qui se passaient au niveau graphique et tout, ils ont envie aussi peut-être de trouver un moyen de, même s'ils sont chez Dupuis dans un cadre enfantin et tout, de faire passer ce genre de choses quoi. De climat et d'expérimentation. Et dans le cas de Rosie, ça va amener, à la suite de ça, il a peut-être bouclé quelque chose avec Choc, il a peut-être un peu fait le tour du truc, et il va écrire 2 albums qui pour le coup sont dans la continuité, se suivent. La Matière Verte et Tif Rebondit, qui sont les 2 derniers albums qu'il fait pour Tif Étendu, où là, en fait, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, humoristique. En fait, quelqu'un découvre une matière qui est une matière très élastique, qui a plein de propriétés, qui peut être très puissante. Et dans le premier épisode, Tif Étendu se retrouve avec cette matière qui ne doit pas arriver aux mains des ennemis, mais il n'y a plus de Choc, hein, mais voilà, qu'il faut. Et à la fin de La Matière Verte, Tif se fait injecter la matière et devient lui-même une espèce de super-héros qui peut rebondir à des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. Voilà. On est dans 2 albums, alors là, pour le coup, complètement psyché, complètement délirant et en même temps un peu burlesque, qui vont déplaire profondément aux fans de Tif Étendu, du coup à Dupuis aussi, et qui va signer la fin de cette collaboration. Et derrière, Tilleux va reprendre les choses pour les réorienter. C'est pour ça que l'album que tu as lu, même s'il ne reprend pas Choc, il reprend le totalement. Le mystère, c'est tout. C'est ça, c'est que l'ombre sans corps, on voit une grande ombre, mais une ombre est censée être la projection d'un corps qu'on voit réellement dans la lumière. Et il n'y a pas la source. Et voilà, là, il n'y a pas la source, on ne voit pas le corps, mais on voit juste l'ombre. Et donc ça, c'est d'entrée de jeu, élément fantastique, boum, quoi. Mais effectivement, il y a pas Choc mais bon, comme je connais pas celui-là, maintenant j'ai qu'une envie, mais en tout cas, oui, pour finir, ça dit que Rosie, il avait aussi toute cette créativité qui débordait en lui, et il avait envie de raconter autre chose. Et quand je t'ai parlé de sa planche unique des Martiens, La Matière Verte, sa collaboration avec Franquin, il y a quelque chose aussi qui l'intéresse dans ça, dans les matières étranges. T'avais dit sur le dictateur et les champignons. Voilà. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un qui avait son imagination. À un moment, elle a pu intéresser Dupuis, mais visiblement, c'est un personnage très intéressant. Visiblement, il avait quand même une grosse envie de fantastique quand même. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Il était quand même ça visiblement, c'est un récurrent chez lui et c'est peut-être le moins évident à traiter, surtout chez un éditeur, disons, spécialisé pour la jeunesse et tout. C'est vrai que je pense qu'il a pu profiter d'une époque où il a pu, à travers Tif Étendu, pleinement l'exprimer, mais je pense que ça devait pas être facile pour lui, quoi. Mais ça laisse songeur quand même, parce que bon, par exemple, Le Monde du Rêve, il est à l'origine de la BD, Little Nemo, des BD historiques, des plus belles BD de toute l'histoire de la bande dessinée.
c'est des planches toutes les semaines autour d'un rêve, et avec là des délires qui sont très très audacieux, on peut le dire, et au niveau graphique, et au niveau de l'imagination aussi. Bon alors, penses-tu que ce volume numéro 13 de Tiff étendu puisse encore parler aux gens d'aujourd'hui, tous âges confondus? Alors c'est très difficile de répondre. C'est très difficile de répondre à ça parce que la BD a quand même beaucoup évolué, et je dirais et côté dessin et côté narration, on est arrivé quand même à des. On s'est beaucoup éloigné de cette forme très basique, très très classique. Maintenant, moi ce que je dirais, alors quel que soit l'âge en fait, c'est peut-être compliqué aujourd'hui de retourner vers cette vieille bande dessinée pour beaucoup de gens parce qu'elle a un côté poussiéreux ou j'en sais rien, mais que si on doit s'intéresser à cette époque-là, pour approcher notamment les aventures de Tiff étendu, le Grand Combat, c'est pour moi un album qui est hors qui est indépendant quoi, et qui a une force un petit peu à part, une puissance un petit peu à part. Après voilà, on ne peut pas de toute façon là, au-delà de la question des goûts, il y a vraiment un truc d'époque dans la manière de dessiner, mais ça vaut le coup en tout cas d'aller jeter un œil. Oui, celui-là, visiblement, tu dis que c'est bien. Enfin, effectivement, il est aussi indépendant, même de Tiff étendu. C'est juste, pour toi, en tout cas, en plus, un grand album de BD. Voilà. Ouais, et puis alors moi, je pose comme ça, quoi. Pour détourner un peu la question, je dirais, je sais pas si ça va plaire à ça, mais je dirais, si vous avez des enfants petits, donnez ça à un gamin ou une gamine de 7-8 ans pour voir si ça marche encore le côté mystérieux, étrange de cette aussi. Et racontez-le moi du coup. Je vais en parler à mes filles. Avec plaisir. Je peux te le passer si tu veux. Non, mais de toute façon, je vais me le procurer, celui-là. Oui, ça se trouve. Hein, si on ne trouve pas le petit fascicule comme t'as là... Non, et puis même, alors, ça fait partie des trucs qui, d'occasion, ne sont pas chers. Hein. Ouais. C'est pas des albums... C'est d'abord ces albums qui ont été tirés à beaucoup d'exemplaires, c'était très populaire. Et puis, c'est pas ce qu'il y a de plus recherché aujourd'hui. Non, c'est dommage. Mais enfin, c'est bien pour nous. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits des chansons The Dream du groupe The Nits, Utterly des Cocteau Twins, Define a Transparent Dream par Olivia Tremor Control, In Dreams de Roy Orbison et de la bande-annonce des Griffes de la Nuit de Wes Craven. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.